Bonjour à tous. Merci pour votre invitation à venir présenter ces travaux dont j'espère que le manque d'académisme ne vous choquera pas trop. Euh, Désolé à l'avance pour la qualité de la connexion. Faute d'être à Padoue, comme vous d'ailleurs, je suis sur un autre terrain à Tours, en France, où je contribue à la mise en débat public d'un projet de Parlement de Loire, un parlement politique interspécifique où les non-humains seraient amenés à siéger pour débattre avec les humains des enjeux d'aménagement et de cohabitation qui les concernent. On est là déjà plein dans le champ anthropocène et même si ce n'est pas de ce cas aujourd'hui que je voulais vous parler, c'est un des aspects de mes travaux de recherche actuellement, mais tout de suite, je vous transporte ailleurs, sur un autre terrain, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je précise que ce travail sur Saint-Pierre-et-Miquelon est un travail de recherche-action qui a été conduit dans le cadre de mes fonctions de chercheur à l'École urbaine de Lyon, donc un laboratoire de recherche spécialisé sur la question anthropocène et les territoires, dirigé par Michel Lussot, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin. Et c'est peut-être atypique, au-delà de ce travail de chercheur, comme Giuseppe l'a dit, de conseiller à l'Agence nationale de cohésion des territoires, où, après avoir longtemps dirigé tout ce qui concernait la prospective, les études, la recherche, aujourd'hui, je réalise des missions expérimentales autour de ces questions de transition écologique. Le travail que je vais vous présenter n'est pas complètement… enfin, a déjà fait l'objet de trois publications. Un essai, si le temps le permet, enquête sur un territoire du monde anthropocène chez Berger-Levrault, un article dans la revue AOC, et puis un article portfolio dans la revue A 2020 de l'École urbaine de Lyon. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, il me semble, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon et ce qui m'y a amené, en l'occurrence, un problème, un dilemme qui est à l'origine de ce travail et qui a pris la forme de ce que j'appelle une enquête prospective et sensible. La question posée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est à l'origine de ce travail et qui, le préfet en France, est le représentant officiel de l'État dans les territoires, est le suivant. Le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est dans une impasse. Les élus, les techniciens, les habitants ne parviennent plus à imaginer un futur, une trajectoire, un modèle de développement qui permettrait de continuer à habiter dignement, pérennement ce territoire. On a épuisé les méthodes classiques, les méthodes d'études, d'ingénierie classique. Est-ce que tu veux venir tenter quelque chose, mener une expérience sur place? Ça, c'est le dilemme, c'est l'occasion de mener l'enquête. Alors, peut-être vous présenter rapidement Saint-Pierre-et-Miquelon, même si Giuseppe on a parlé rapidement. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un archipel français qui fait 242 km², qui est situé en Amérique du Nord, face au Canada et au golfe du Saint-Laurent. Au nord, on a Terre-Neuve, et puis après, la mer du Labrador et le Groenland. 3 îles habitées, Saint-Pierre, qui est le centre administratif et économique, Miquelon, que l'on rejoint en bateau ou en avion, et puis Langlade, qui est plutôt un lieu de villégiature pour les Miquelonnais, où on va chasser, pêcher, on a des pratiques de loisirs. Sachant que ces deux dernières îles, Miquelon et Langlade, sont reliées par un isthme sableux. Je le cite parce que j'aurai l'occasion d'y revenir dans mon propos. À quoi ça ressemble Saint-Pierre-et-Miquelon pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas du tout? Alors, c'est un surnom qui exprime déjà beaucoup de choses. Les habitants le surnomment le Caillou. C'est un climat difficile, subarctique, froid, humide, des brumes, brouillards, pas mal de vent et des épisodes de tempêtes hivernales extrêmement violentes qui on arrive à bloquer toute activité pendant plusieurs jours, voire davantage quand elles sont très violentes et très longues. En termes de paysage, c'est beaucoup de plaines humides, des étangs, des tourbières, aussi des mornes qui sont à la fois très pentues et rocailleuses, des landes sèches, et puis des forêts boréales. C'est la seule forêt boréale française qui malheureusement est assez éthique, en mauvais état. Et puis il y a aussi des dunes, des tombeaux, des plages très pierreuses. C'est un territoire qui est doté d'une très riche avifaune, des colonies de mammifères et d'autres espèces marines, et puis aussi des chevreuils qui ne correspondent pas du tout à une faune locale, mais qui ont été introduits par les habitants pour le plaisir de la chasse. Et puis, il y a ces habitants, c'est tout petit, Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a 6 000 habitants, qui ont la caractéristique d'être à la fois très attachés à leur territoire, d'être sur une double culture franco-canadienne,
et qui en même temps sont à la fois très inquiets, voire anxieux de la situation qui est la leur. Alors pourquoi cette inquiétude? Plusieurs raisons. La première est liée à l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ce qui finalement l'a édifié ou constitué comme territoire. L'archipel, en effet, était très longtemps inhabité, tout juste fréquenté ponctuellement par des Amérindiens et des paléo-esquimaux de passage. Et il faut attendre l'arrivée des premiers pêcheurs européens, puis le développement de ce que l'on appelle en français la grande pêche, qui est la pêche à la morue, puis de son industrialisation pour que l'archipel soit véritablement habité, qu'une ville s'y construise, des infrastructures portuaires, une industrie, etc., etc. Et finalement, la richesse de Saint-Pierre-et-Miquelon, son trésor, ce qui lui permet de se développer pendant plus de 2 siècles, c'est la morue. Pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être, alors c'est sans doute très imagé, mais un récit de pêche du début du XXe siècle disait que parfois la navigation des pêcheurs était rendue impossible tant les bancs de morue étaient denses, où on était obligé d'arrêter de naviguer, d'arrêter d'avancer parce que les bancs étaient trop denses et rendaient la navigation dangereuse. Donc c'était vraiment une richesse extrêmement abondante, et le terme d'abondance a ici toute son importance. Et finalement, Saint-Pierre-et-Miquelon s'est développé autour de cette monoactivité, devenant industrielle et s'inscrivant dans le commerce triangulaire. Donc, un lieu de production, on pêche les morues avec un traitement minimal, puisqu'en fait, on ne fait pas de produits finis, on se contente de pêcher, de sortir les filets, de tirer les filets, de les saler, et on exporte. Tout ça fonctionne plutôt bien, c'est un territoire riche. Le paradoxe, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon est sans doute le territoire, enfin vous verrez pourquoi c'est paradoxal après, mais sans doute le territoire le plus riche des territoires d'outre-mer française. Il n'y a pas de pauvreté sur place, encore aujourd'hui. Donc tout va bien, cette inscription dans la mondialisation, la globalisation, cette production, tout va bien jusqu'en 92, où la France et le Canada signent un moratoire et la fin de la grande pêche. Et du jour au lendemain, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui s'est construit sur 3 siècles de pêche, ne peut plus avoir cette activité économique, et va dépendre, en tout cas d'un point de vue économique, uniquement des compensations que va lui verser l'État pour compenser cet arrêt de la pêche. Donc, depuis 30 ans, en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon vit de ce que l'État français lui verse sans quasiment avoir aucune production, création de valeur sur place. Alors, un arrêt de ce type-là, les économistes appellent ça une crise industrielle, mais si on interroge des sociologues, ils vont plutôt parler de crise culturelle, et puis les écologues, ils vont parler d'écocide, puisqu'en fait, l'arrêt de cette activité industrielle, c'est un arrêt qui est dû à un véritable écocide, c'est-à-dire à la disparition quasi complète des réserves halieutiques, enfin, en particulier de morue sur place, par une surexploitation avec la pêche industrielle. Donc, le territoire qui était assis sur cette richesse se retrouve sans cette richesse, sans cette ressource pour se développer. Mais au-delà de ça, au-delà de cette problématique économique, c'est bien un monde qui, pour les Saint-Pierre-et-Miquelonais, s'écroule, puisque en même temps qu'ils perdent cette activité, ils perdent ce qui fondait le lien, leur rapport à l'histoire, leur culture, leur identité. Vous allez me dire, ce n'est pas le seul territoire industriel qui connaît une telle rupture. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un rapport au monde, à la nature, c'est là peut-être on vient un peu plus dans l'anthropocène encore, qui est assez marquant quand on va sur le terrain, c'est qu'il y a l'idée qu'on dispose d'une liberté absolue pour utiliser ce territoire et ses ressources comme bon nous semble, encore aujourd'hui. Et le coût de cette liberté sur plusieurs générations est finalement suffisamment élevé pour qu'on ne songe pas à y renoncer. Pêcher était dur, vivre sur place était dur, donc on considère qu'il est légitime de pouvoir continuer à utiliser comme on veut cette nature. Et même en termes d'urbanisme et d'aménagement, les codes et les normes d'urbanisme ne s'appliquent pas là-bas parce qu'on considère qu'on peut habiter où on veut, sur le rivage, sur les dunes, dans les milieux protégés. D'ailleurs, on refuse même que les milieux soient protégés. Et le Conservatoire du littoral, qui est une instance française qui s'occupe de préservation, a reçu un suffisamment mauvais accueil pour qu'il renonce à tout projet d'instaurer des zones protégées, alors que par ailleurs, il y a une très riche avifaune, une très riche flore. Giuseppe, je ne sais pas si tu m'envoies des messages pour me dire que je dois accélérer, mais bon, OK. Au-delà de cette raison qui finalement est
est relativement classique, qui fait que Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas intéressant. C'est que la deuxième raison de ce malaise et de ces difficultés locales, hormis le fait qu'il n'y a plus de moteur économique, qu'il y a une brèche culturelle, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon est dans une partie du globe qui est particulièrement touchée par le réchauffement climatique, puisque c'est un des endroits de la planète où cet accroissement des températures et cet impact du changement global est le plus rapide et le plus violent. Saint-Pierre-et-Miquelon est de ce point de vue-là en première ligne. C'est sans doute un des territoires français qui est le plus directement et qui sera le plus rapidement touché par l'impact de ces changements. Réchauffement, d'une part, une érosion extrêmement forte, un isthme dont je vous ai parlé, que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure en photo, qui relie Miquelon à Langlade et qui assure la continuité territoriale, qui est promis à disparaître dans les années qui viennent. Le bourg de Miquelon, qui est situé à un endroit où le risque d'inondation et de submersion est extrêmement important et qu'il va d'ores et déjà falloir relocaliser ailleurs, sans qu'on s'achoue. Et puis, finalement, une fragilité de l'installation humaine sur place qui est extrêmement forte. Alors, les Miquelonnais sont habitués à des conditions climatiques déjà difficiles, mais très clairement, ces conditions vont s'aggraver et il y a de réelles menaces mesurées, prévisibles aujourd'hui sur le territoire qui obligent à reconsidérer non seulement à vivre avec le risque, à vivre avec ce destin des gens de la mer, mais il y a comme un changement de nature, si j'ose dire, puisque là, il faut reconsidérer cette notion de risque et considérer que le territoire lui-même, ce que Michel Lusso appellerait son immunité, est littéralement menacé de par sa vulnérabilité. Donc, à cette perte de culture, de repères culturels, à cette perte de ressources propres, de leviers de développement économique, s'ajoute cette crainte de plus en plus présente et manifeste liée au fait que ce territoire est véritablement menacé par le changement global, par l'entrée dans l'Anthropocène. Troisième raison, peut-être pour conclure à cette inquiétude, si tant est que ça ne suffisait pas, le territoire est entré en déclin démographique. Et si l'on interroge les plus jeunes, j'ai eu l'occasion de le faire et de travailler dans mon travail d'enquête, de travailler avec des jeunes lycéens aussi. Bon, ils ont une vision très claire du territoire. Hein. Pour eux, c'est un territoire qui est condamné pour toutes les raisons que je viens de citer. Et eux-mêmes ne se projettent absolument pas dans ce territoire. Il n'y a pas d'emploi pour eux, mais il n'y a pas non plus de place pour habiter. Et ils imaginent que passer leurs études au lycée, après l'université et pour la suite de leur vie, cela se passera peut-être en France, mais de plus en plus souvent au Canada ou aux États-Unis. Donc, déclin démographique et en plus, souhait des jeunes de quitter ce territoire parce qu'ils n'imaginent plus pouvoir y vivre. Si je résume la situation, on a donc un territoire qui est sans modèle économique, qui a exploité les ressources naturelles au point de les faire disparaître, qui a contribué à la mondialisation et donc de profondément altérer son biotope et son écosystème, ses écosystèmes, qui a contribué à la mondialisation, mais qui maintenant dépend entièrement pour vivre de ce que les autres territoires lui procurent. Financier, je l'ai dit, avec ce que l'État français amène en termes de financement, mais en termes de soins, en termes d'éducation, ça passe obligatoirement par des accords de partenariat avec le Canada et les États-Unis. En termes d'énergie, Saint-Pierre-et-Miquelon est fourni en pétrole via les États-Unis, donc issu des gaz de schiste. Et en termes de transition énergétique, on a construit il y a quelques années une nouvelle centrale thermique qui doit fonctionner pendant 30 ou 40 ans. Donc, alors qu'il y a sans doute des moyens de basculer, on est encore sur du thermique et le pire thermique qu'on puisse imaginer. Donc, problème dépendance énergétique, mais une dépendance finalement à tout le reste du monde et une absence quasi totale d'autonomie, alors que par ailleurs, dans les représentations collectives, cette notion de liberté et d'autonomie est extrêmement forte. Donc, une contradiction, un dilemme, y compris psychosociologique, qui marque le territoire. Et puis, si j'osais, pour vraiment basculer dans l'Anthropocène, cette crainte de voir le territoire submerger, disparaître, ressemble singulièrement à ce que certains psychologues commencent à décrire et qui s'appelle la solastalgie, en fait, la peur de perdre cet environnement naturel dans lequel on vit.
Et malgré tout, c'est un territoire qui n'arrive pas à tourner la page de ce que Bruno Latour appelle le projet moderne. Saint-Pierre-et-Miquelon est, on pourrait considérer, quasiment archétypal de ce projet moderne. Merci, Giuseppe. OK, passé les 15 minutes, donc j'accélère. On n'arrive pas à tourner la page. Donc, ce qu'on imagine, c'est, on espère quasiment que le passage du Nord-Est va s'ouvrir pour que un nouveau trafic apparaisse et que Saint-Pierre-et-Miquelon devienne un port de transbordement avec les ports américains. On espère qu'on va pouvoir relancer la pêche industrielle sur d'autres espèces, tout en faisant attention à ne pas mener d'études sur les stocks pour éviter qu'il y ait des quotas. Enfin, on est resté dans ce projet, on n'arrive pas à basculer. Ma conclusion, qu'est-ce que nous dit cette étude de cas? Qu'est-ce qu'en tout cas, j'aimerais lui faire dire? Première hypothèse que l'on défend, entre autres avec Michel Husseau, que l'Anthropocène n'est pas qu'un changement d'époque géologique, qui fait d'ailleurs l'objet de débats au sein de la Commission internationale de stratigraphie, mais que c'est véritablement, et ça doit être compris, comme un changement de monde. Deuxième hypothèse, c'est que ce changement de monde, au-delà des besoins de connaissances scientifiques et d'adaptation technique de nos territoires, va aussi nous obliger à un changement culturel, au sens anthropologique du terme, et nous faire sortir de notre posture, si je reprends ce que Philippe Discola en dit, de notre posture naturaliste, autrement dit, reconsidérer les conditions de notre habitation, on parlera de cohabitation, et élargir le champ politique aux entités non humaines avec lesquelles nous cohabitons. C'est-à-dire que le changement de posture culturelle, c'est la fin de cette déchirure entre les hommes d'un côté et la nature de l'autre, qui ne fonctionnerait plus. Que ce changement de monde va se traduire aussi par, là je reprends les travaux de Bruno Latour, par une sortie de la modernité et nous obliger à changer de paradigme dans notre manière d'habiter, d'aménager les territoires. On n'est plus dans la maîtrise, on est dans la certitude. On n'est plus dans l'exploitation, on doit être dans la régénération. On n'est plus dans l'abondance, on est dans la rareté. On n'est plus dans la sécurité, on est dans la vulnérabilité. Maîtrise, exploitation, abondance, sécurité, pour être finalement des valeurs portées par le projet moderne qui aujourd'hui sont remis en cause par cette entrée dans l'Anthropocène. Parce que c'est quoi un territoire qui ne maîtrise plus, qui n'exploite plus, qui n'est plus dans l'abondance et qui n'est plus dans la sécurité? Eh ben, c'est un territoire finalement qui arrive au bout de la fiction moderne et qui doit inventer autre chose. C'est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon et on voit que ce travail-là est extrêmement compliqué à mener. Et puis enfin, dernière hypothèse de l'enquête, puisque je vois que les yeux de Giuseppe deviennent de plus en plus noirs, ça nous oblige aussi peut-être à, si ce n'est réinventer, en tout cas à mener des travaux de recherche, action dans les territoires construits un petit peu différemment. Et l'hypothèse que je formule, ou en tout cas les tests que je fais en ce qui me concerne, les expérimentations s'inspirent beaucoup des théories de l'enquête de John Dewey, pragmatiste américain du début du XXe siècle, et qui considère qu'en fait, un travail scientifique ou une enquête se construit forcément avec l'ensemble du public concerné, les scientifiques, mais pas que les scientifiques, les élus, les techniciens, les habitants, tout ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt les parties prenantes, et que ce public, en fait, n'est pas simplement là pour aider à l'enquête, mais doit aussi être présent et mobilisé pour définir collectivement, ensemble, le projet qu'il y a à traiter. C'est-à-dire que la problématisation scientifique ne relève pas simplement de la responsabilité des scientifiques, mais de l'ensemble des acteurs qui sont concernés dans le territoire dans lequel on s'inscrit. Et puis enfin, que cette enquête ne saurait se limiter à la production de savoirs scientifiques au sens le plus classique du terme, mais qu'elle doit aussi mobiliser des savoirs techniques, politiques, des savoirs d'usage, des savoirs autochtones, et enfin des savoirs esthétiques et sensibles. Alors pourquoi cette dimension esthétique et sensible? Parce que qui dit changement de paradigme culturel implique aussi de mobiliser jusqu'à la sensibilité et les émotions, car pour plagier Bruno Latour, on ne saurait changer sans s'émouvoir, sans user de l'émotion pour se mettre en mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire sur Saint-Pierre-et-Miquelon et les quelques messages rapidement formulés ou hypothèses que je soumets à votre débat. Stéphane, on est en retard, mais quelques photos de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça serait bien pour nous donner le tableau de la situation, s'il te plaît.
Ok, alors je vais essayer une Chiedo scusa a expérience. tutti quanti, ma veramente sarebbe utile vedere quelle Ok, immagini, vi ok, garantisco. ok. Alors, je vais simplement vous passer, tu me diras d'arrêter quand tu veux, Giuseppe, Ouais. une des productions qui était faite pour animer le débat public et la réflexion à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok. S'il y a le son, n'oublie pas de mettre que... Voilà, tu Ah partages ouais, aussi le son. Hein. je grandis. Vous voyez là? On le voit. Et on l'entend, c'est très bien. À Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Anthropocène n'est pas qu'une hypothèse scientifique sur l'évolution géologique de la planète. C'est une expérience concrète que l'on peut faire en observant les paysages, en écoutant les habitants. Une expérience sensible et culturelle, esthétique, qui renvoie à une nouvelle forme d'exotisme. Pas de palmiers, pas de paysages tropicaux, pas de peuples et cultures autochtones dans l'archipel. Pas une icône de l'exotisme promu par l'acculturation coloniale puis touristique de la planète. Au contraire même, puisque ce sont les strass de la modernité qui imprègnent l'atmosphère. Le territoire est saturé des promesses modernes d'abondance et de liberté. Elles ont attiré des pêcheurs basques, bretons, normands, des Duromales qui ont réussi à s'installer et à prospérer dans cet environnement austère. Les friches portuaires exposent aujourd'hui les dérives de ce projet moderne. Le moratoire de 1992 a non seulement signé la chute de la grande pêche, mais ajouté à l'écocide marin un traumatisme économique, social et culturel toujours à vif. Prochaine étape de ce cheminement, le changement climatique et sa cohorte de tempêtes, plus violentes encore que d'ordinaire, de rivages érodés, d'isthmes rompus et d'espaces de vie submergés, d'exil peut-être. À l'ouest, le Canada et le golfe du Saint-Laurent. Au nord, Terre-Neuve, puis la mer du Labrador et le Groenland. Paysages de mornes pentus et pierreux, de plaines humides jalonnées d'étangs et de tourbières, de landes sèches et de forêts boréales étiques, de dunes et de tombeaux, de plages rocailleuses. Océan à perte de vue et ciel insondable, du moins quand le climat subarctique est d'humeur clémente et n'oblige pas à s'abriter pour échapper au vent, au froid, au brouillard, aux trompes d'eau et aux averses de neige, à ces intempéries qui conditionnent toujours la vie des 6000 résidents. L'exotisme de l'archipel ne renvoie pas à la diversité imaginaire des contrées sauvages et hospitalières, des paradis extérieurs à la modernité. L'englobement de la planète et son urbanisation généralisée ont de fait épuisé cette possibilité. L'exotisme anthropocène s'inscrit dans une autre expérience esthétique de la diversité, une diversité prospective qui émerge des ruines de la modernité, que l'on devine dans les fissures de ses constructions. Une tectonique autant géologique qu'anthropologique, puisque c'est à l'édification d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière d'habiter la Terre que l'homme est convié. Si le temps le permet, comme l'on dit à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec plus de prégnance que jamais. Ok. Bon, je remercie Stéphane Cordobès pour... Stéphane, quand tu veux, tu me rappelles sur le portable, comme ça je te Ok. fais. Io ringrazio Stéphane Cordobès per questo